Ohio Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur Sword Art Online. Et aujourd'hui les amis, on va parler de Sword Art Online progressif. Sword Art Online progressif, Scherzo of Death Knight, qui est sorti en France le 3 et 4 décembre dernier. Et j'ai eu l'occasion, la chance même, de pouvoir aller le regarder dans les salles disponibles. J'en ai même la preuve, avec le petit goodies que le staff nous a offert lorsqu'on a pris le billet, et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo review par rapport à ce que j'ai pensé de ce film. Mais avant de débuter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir, et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, nous on se retrouve dans un tout petit instant pour le sommaire de la vidéo. À tout de suite. Au sommaire de cette vidéo, dans la partie 1, je serai amené à parler du film en règle générale. Donc évidemment, si vous n'avez pas vu le film et que vous ne souhaitez pas vous faire spoil, je vous invite à clôturer cette vidéo parce que c'est une vidéo qui va se faire avec spoil, bien évidemment. Donc, on parlera dans la partie 1 du film en règle générale. Dans la partie 2, j'aborderai également les points positifs ainsi que les points négatifs que je trouve à redire par rapport à ce film. Dans la partie 3, je serai amené à faire une comparaison entre le film SAO progressive Aria of Starless Night et du coup le SAO progressive Scherzo of Death Knight et du coup comparer les deux et leur attribuer par conséquent une notation. Puis on conclura cette vidéo sur la partie 4 qui sera consacrée à une mini partie spéculation par rapport au prochain film qui pourrait voir le jour, la partie 3 de SAO Progressive. Bien, maintenant que le sommaire est terminé, nous on se retrouve dans un tout petit instant pour la partie 1 qui est consacrée à l'ensemble du film SAO Progressive Scherzo of Death Knight. Mais de quoi parle le Sword Art Online progressif Scherzo of Death Knight? Vous allez me dire. Et bien tout simplement, il s'axe principalement, je dis principalement, sur la conquête du 5e palier où on va affronter le boss final qui est ni l'autre qu'un espèce de golem, un espèce de mastodonte, devrais-je dire, parce que le truc fait quand même 5 mètres de haut, il a une quantité masterclass de PV, et en plus, je serais tenté de vous dire qu'on est ne serait-ce qu'au boss du 5e palier sur les 5 paliers de Linecrad. Donc, quand même, c'est quand même un assez mastodonte. À côté de la conquête du 5e palier, il va s'axer une quête, une histoire secondaire, devrais-je dire, où, en fait, Kirito et Asuna vont chercher à déjouer un plan machiavélique orchestré par la Lofin Coffin, qui va chercher à semer le chaos entre deux guildes des conquérants, qui sont les guildes dirigées par l'une par Kibao et l'autre par un autre joueur dont je ne m'aventurerai pas à nommer parce que je me souviens plus du nom de ce personnage. Je vous le mettrai au-dessus de ma tête. Je crois qu'il s'appelle Ringo, mais je ne suis plus sûr du tout de son nom. Excusez-moi si j'écorche son nom, ce n'est pas ma faute. Toujours utile que, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, la Lofin Coffin va essayer de créer une discorde, un désordre entre ces deux guildes des conquérants, tout simplement parce que quand on va avoir la récompense du boss du 5e niveau, et ben il va y avoir un item assez rare et spécifique qui est un étendard qui va permettre à son détenteur de, d'après ce que j'ai compris, pouvoir créer un territoire destiné à sa propre guilde. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse fortement la Lofin Coffin. Et, en l'occurrence, vraisemblablement, Po qui est le leader. Et c'est sur cette quête plus ou moins secondaire, partie 2 de l'histoire, que va s'axer un bon 3/4 de l'histoire, puisque concrètement, comme vous pouvez vous en douter, Kirito et Asuna vont chercher à créer une escouade, un raid, qui sera composé bien évidemment de Asuna, Kirito, Mito, Argo, Agil sera également présent dans la partie, et tout un tas d'autres joueurs qui se sont prêtés comme renfort au raid pour aller combattre le boss du 5e palier. Alors là, je vous vois venir à 3 km, vous êtes tous en train de vous dire, punaise, il nous parle de problèmes, de conflits entre deux
guilde des conquérants qui va être orchestrée par la Lofin Coffin. Mais comment est-ce qu'on en arrive là, Boost? T'es gentil, mais explique-nous. Et bah tout de suite, j'y arrive. Là, je vous expliquais globalement un synopsis raccourci de l'histoire. Là, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Tout commença alors au début du film où on est concrètement au niveau du boss du 4e palier et non pas du 5e palier. C'est le boss concrètement qu'on voit dans le trailer et qui ressemble vraisemblablement à un Pégase. Un Pégase bleu, un Pégase enflammé, bref. Vous l'aurez compris, c'est le boss du 4e niveau que va devoir affronter Asuna, Kirito ainsi que 2 autres raids des conquérants. L'un dirigé par Kibao, l'autre dirigé par un PNJ qui s'appelle, il me semble, Ringo. Et comme vous connaissez Kibao aussi bien que moi, ce dernier fait un peu sa grande gueule au niveau des récompenses. Il estime que la répartition des récompenses devrait appartenir seulement à celui qui assène le coup final, etc., etc. Bref, on connaît un peu l'animal, il nous a déjà fait son synopsis lors du premier raid avec du coup le Seigneur des Kobolds, et du coup c'est sur cette espèce de rivalité de Discord que va s'appuyer la Lofin Coffin, parce que il faut savoir que dans les rangs des 2 escouades, des 2 raids, donc la guilde de Kibao, qui est vraisemblablement une partie de l'Union du Dragon Sacré, bon, vous connaissez un peu les bails, et dans l'équipe de son rival, le fameux Ringo que j'appelle, et bah dans ces 2 équipes-là, il y a des membres de la Lofin Coffin infiltrés, et c'est sur ça que va s'appuyer les tension entre les 2 équipes. Et là, du coup, je serais tenté de vous dire que c'est d'entrée de jeu que va commencer un peu les tensions entre les deux équipes, parce que concrètement, on voit dès le départ qu'il y a quand même ça va pas fort. Ensuite, il va s'en suivre l'assaut contre le boss du 4e palier, et en arrière-plan, se tient Argo prêt à prêter main forte, en l'occurrence à Kirito et Asuna, qui, eux, vont aller affronter le boss du 4e palier avec les 2 escouades en même temps qu'eux, et du coup, bien évidemment, ils vont réussir à le battre. Là où je trouve un peu marrant l'histoire, comment elle est tournée, c'est qu'on apprend un peu plus tard dans l'histoire que Kirito et Asuna sont toujours en conflit pour savoir lequel des 2 porte l'attaque finale au boss de chaque niveau. Et du coup, c'est sur ça que c'est une petite partie humoristique qui me fait plaisir à voir. Une fois que la bataille contre le boss du 4e niveau est terminée, on se retrouve plus ou moins autour d'un restaurant, je serais tenté de dire, je sais pas, je vous mettrai au niveau de la vignette au-dessus de ma tête l'endroit, l'illustration précisément qu'on a dans le light novel, et du coup, on va avoir une scène, du coup, on va avoir une espèce de quête au trésor, après le débrief du boss du 4e niveau entre Asuna, Kirito et Argo, on va avoir un petit épisode où on va voir Kirito et Asuna qui vont partir à la chasse au trésor. Oui, je sais, ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais c'est la vérité. Ils vont partir aux alentours du 5e niveau, donc dans un donjon. Et du coup, ils vont faire de la chasse au trésor parce que du coup, Kirito apprendra à Asuna qu'en mangeant une espèce de tarte aux myrtilles, eh ben, il y aura un effet de clairvoyance qui lui permettra de voir sur le sol la localisation de petits trésors comme par exemple des rubis, des diamants, enfin peut-être pas des diamants parce que sinon la pauvre Asuna elle serait relativement riche, mais des rubis, des saphirs, bref, toutes des petites pierres, etc., des petits cristaux que Asuna et Kirito vont se prêter au jeu et à la recherche. Ce qui les amène tous les 2 dans un endroit sous terre où ils vont faire la rencontre d'un espèce de monstre, un monstre caché comme on a pu les voir dans des donjons, etc., qui va séparer Asuna et Kirito au moment de leur recherche. Et du coup, on va avoir une petite scène assez marrante où on va avoir Asuna qui va perdre sa rapière et qui va se la faire estorquer, shipper par un monstre de niveau négligeable, et il va s'en suivre une scène un peu de chasse avec Asuna et cette espèce de monstre où elle va tout simplement essayer de récupérer sa rapière. Et au fur et à mesure qu'elle bata de nouveaux monstres, parce qu'il y en avait plusieurs, évidemment, il n'y en avait plusieurs, il n'y en avait pas qu'un, et bah elle
fait une découverte très intéressante qui semble être des coordonnées de rendez-vous. Et je vous donne un mille où mènent ces coordonnées. C'est les coordonnées d'un rendez-vous secret entre les membres de la Lofin Coffin. Alors, est-ce qu'il s'agit des membres de la Lofin Coffin qui étaient répartis dans les deux groupes des conquérants dont je vous ai parlé précédemment? Ça, je ne sais pas. Il me semble que oui. Petit mea culpa, je ne sais pas, je m'en rappelle plus. Et du coup, elle s'y rend. Elle va prendre son courage à deux mains et elle va au niveau des coordonnées. Elle se rend compte quand même que c'est le jour même, que c'est proche de l'heure du rendez-vous et elle décide de je vais m'y rendre pour voir ce qui s'y passe. À ceci près qu'elle pensait qu'il y allait avoir un rendez-vous amoureux. Or, ce n'était pas le cas. Au moment où elle se rendit compte, en fait, que ce rendez-vous n'était nul autre qu'un rendez-vous entre les membres de la Lofin Coffin, elle faisait profil bas, entre guillemets, elle faisait la fine d'oreille pour écouter un peu ce qu'il se dit, et du coup, elle apprenait l'existence de ce fameux plan visant les deux groupes des conquérants dont il était question pour semer la discorde, et où elle avait plus ou moins une visibilité externe, parce que je vous rappelle qu'au moment des faits, Asuna ne fait pas partie de la confrérie des chevaliers, elle était encore une joueuse solo au même titre que Kirito. Et après, vous ne devinerez pas ce qui va se passer. Il y a un des deux membres de la Lofin Coffin qui va apercevoir un des monstres qu'Asuna attaquait avant le rendez-vous, et vous devinerez jamais sur quoi il tombe en tuant ce dit monstre. Et bah, il tombe sur la rapière d'Asuna. Et bah voilà. Le hasard faisant bien les choses, au moment un peu plus tard dans le film, on apprend que Kirito se retrouve nez à nez avec les deux membres de la Lofin Coffin, et Kirito, toujours clairvoyant, s'est un peu douté un peu des stratagèmes, etc. Et concrètement, à ce moment-là, si j'ai bonne mémoire, il ne s'était pas rendu compte de la présence d'Asuna. Et elle va guetter un moment où un autre monstre va shipper de nouveau la rapière au personnage de la Lofin Coffin, et c'est à ce moment-là qu'elle va le tuer pour la récupérer. Du coup, on retrouve d'un côté Kirito et Asuna qui se sont retrouvés suite à la petite mésaventure qu'ils ont rencontrée au-dessus, parce que Asuna est tombée et au-dessus, ils ont rencontré le fameux monstre qui les a séparés. Et en face, on se retrouve avec les deux membres de la Lofin Coffin qui s'étaient donné rendez-vous. Coup de théâtre, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, on a une flopée de monstres prédateurs qui va mettre en fuite les membres de la Lofin Coffin et sauver plus ou moins Asuna et Kirito. Après ces événements-là, bien évidemment, Kirito et Asuna prennent la décision de prévenir Kibao et l'autre leader de la deuxième escouade pour les prévenir de ce fameux coup monté orchestré par la Lofin Coffin, et il va s'en suivre quelque chose d'assez intéressant, puisqu'on va avoir la création, l'organisation d'une équipe neutre qui ne fait pas partie de l'équipe du raid de Kibao et l'équipe de raid de l'autre joueur, mais qui va être organisée par Asuna et Kirito, et qui va comporter Asuna, Kirito, Argo, Mito. Pourquoi Mito d'ailleurs? Non, je vais pas dire Mito, je vais dire Mizumi. C'est mieux, j'aime pas dire Mito. Mizumi, qui rejoindra le raid plus tard dans l'histoire, on en reviendra dans un tout petit instant, et d'autres joueurs comme Agil et également deux autres joueurs qui font respectivement partie de l'Union de Dragons Sacrés appartenant à Kibao et l'autre appartenant au deuxième groupe des conquérants dirigé par ce fameux Ringo. Encore une fois, excusez-moi si j'écorche le nom. Toujours est-il qu'une fois cette pseudo-réunion terminée, on va avoir Asuna et Kirito ainsi que les deux personnages dont je vous ai évoqué précédemment. Ils vont se retrouver et donc du coup ils seront 4 pour faire ce boss du 5e palier. Et évidemment, il y a un problème de nombre. Il faut plus de joueurs pour affronter un boss de palier, un boss de niveau, etc., etc. Et c'est à ce moment-là que Asuna pense à Mizumi. Elle se dit, etc. Bon, moi j'ai une idée, j'ai quelqu'un en tête. Laissez-moi le temps d'aller la voir pour savoir si je peux la
décidé à rejoindre notre groupe. Sauf que elle n'a pas de moyen de localiser Mizumi. Et c'est pour ça qu'elle va faire appel à Argo, qui est ni plus ni moins qu'une informatrice, et qui a sa petite idée sur le sujet. Et il va s'en suivre une petite scène un peu marrante, où on va avoir un duel dans les bains, oui, dans les bains, entre Asuna et Argo, où cette dernière va apprendre à Asuna l'existence des compétences hors système. Et c'est une scène un peu intéressante, parce que du coup, on voit une scène moyennement fanservice, même fanservice, et du coup, on va voir du coup que Asuna, elle ne sait pas tout, surtout en ce qui concerne les compétences. Et c'est une scène de dialogue qui a son utilité, parce que du coup, on va déjà avoir Asuna qui va demander à Argo de retrouver Mizumi Mito, et du coup, dans un sens, on va avoir une session un peu relationnelle entre Argo et Asuna qui est assez plaisant à voir hors les scènes de fanservice. Plus tard dans le film, on va apprendre que les recherches de Argo s'est avérées fructueuses puisqu'elle a découvert qu'une certaine joueuse faisait de la chasse durant la nuit. Et c'est à ce moment-là que Asuna va partir à la rencontre de Mizumi Mito. Et il va s'en suivre un duel entre Asuna et Mizumi. Et qui est-ce qui a gagné à votre avis? Qui a gagné à votre avis? Asuna? Pas du tout. Non. Asuna n'a pas gagné le combat qui avait pour objectif de convaincre Mizumi de rejoindre l'escouade pour battre le boss du 5e palier. Non, elle a perdu le combat. Elle a même bien perdu le combat. Et c'est sur ce résultat que va se finir le premier contact entre Asuna et Mizumi depuis du coup les événements du premier film. Et on va avoir une scène un peu intéressante où on va avoir Kirito qui va rencontrer et qui va dialoguer avec Mizumi et du coup qui montre en fait que ces deux personnages se connaissaient antérieurs aux événements de Shadow of Death Knight. Donc c'est plutôt intéressant, mais après ça suscite quand même quelques interrogations de ma part parce que moi je n'ai pas lu le light novel, je vais bientôt lire le light novel, peut-être que j'aurai des réponses à ce moment-là, mais apparemment ces deux personnages se connaissaient, donc voilà, bon, pourquoi pas. Toujours est-il que après cette partie de l'histoire, on arrive vraisemblablement au moment où le groupe de Kirito et Asuna et des autres membres de l'escouade vont aller affronter le boss du 5e palier, donc le fameux golem, et c'est à ce moment-là que les choses se compliquent, parce que ce fameux golem est quand même très fort. Très fort, certes, mais également très imposant. Le truc, il faisait quoi 5-6 mètres, 8 mètres de haut. Et en plus, il avait quand même pas mal de PV. Et concrètement, du coup, on a le début du combat qui va démarrer par Kirito et Argo qui vont partir en éclaireur. Et après, concrètement, Argo va se faire avoir et elle va se faire piéger. Et après, il en suit le début du raid global contre ce fameux boss. Donc, on va avoir l'arrivée de Asuna, des autres membres de l'escouade qui vont arriver en renfort. Et concrètement, à un moment du combat contre ce boss, on va voir Asuna qui va se faire piéger par le boss. Et c'est à ce moment-là que Mizumi va arriver. C'est la dernière à rejoindre le boss pour du coup sauver Asuna. Ah, j'ai oublié un petit détail à ne pas négliger. Pourquoi est-ce que Mizumi ne voulait pas rejoindre le groupe de Asuna et Kirito au départ? Simplement parce qu'elle ne se pardonne pas son geste dans le film 1 où elle a abandonné Asuna à son sort quand elle a affronté les dizaines de monstres plantes. Ça, c'est quand même un détail à ne pas négliger. Toujours est-il qu'elle porta secours à Asuna à ce moment-là et elle arriva à la libérer de l'espèce de crevasse provoquée par le boss du 5e niveau. Puis, il en vient une scène assez intéressante, vraiment très hypante, où les trois, donc Kirito, Asuna et Mizumi, vont aller attaquer à 3 le boss du 5e niveau et du coup vont lui assigner des
dégâts critiques, surtout au niveau de sa tête, parce que son point le plus vulnérable était situé au niveau de son front, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai vu. Et c'est à ce moment-là que Mizumi, Kirito et Asuna vont lui asséner à tour de rôle des attaques critiques et à la fin, on aura un duo Asuna-Kirito qui vont lui asséner un coup fatal, qui vont mettre le boss littéralement KO. Et qui est-ce qui va dropper le fameux item rare que convoitait la Lofin Coffin? Eh bah, c'est Mizumi. C'est Mizumi, non, c'est pas Kirito, c'est pas Asuna, c'est Mizumi qui va recevoir le fameux étendard. Et après, bah, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Eh bah, ils vont le garder en leur possession. Je parle pas de Mizumi qui va le garder, mais Kirito va garder, ou Asuna vont garder cet étendard, le temps que les deux guildes, donc la guilde de Kibao et la guilde de Ringo, trouvent un accord afin qu'ils puissent partager de façon équitable cet étendard. Et puis là, grosso modo, on arrive à la fin du film, et la fin du film signifie concrètement l'arrivée du nouvel an 2023, où on va avoir Kirito et Asuna qui vont se retrouver nez à nez avec Po, qui leur dit concrètement que ce plan-là visant à créer la discorde entre les deux guildes des conquérants a échoué, mais ça n'avait pas grand impact parce qu'un plan plus vaste va être en cours d'exécution dans un avenir futur. Et c'est à ce moment-là où on s'arrête concrètement au niveau de la fin du film avec un beau générique de fin, voilà, et surtout avec le feu d'artifice du nouvel an 2023. Voilà, c'est fini au niveau du résumé de la globalité de comment s'est passé le film de Scherzo of Death Knight. Maintenant, on se retrouve dans un tout petit instant pour la partie 2 pour définir les points positifs et les points négatifs de ce film selon mon opinion. À tout de suite. Alors, en ce qui concerne les points positifs que j'ai à redire par rapport au film Sword Art Online progressif Scherzo of Death Knight. Déjà, premier point positif, c'est un film très bien animé. C'est un film très bien animé. La trame scénaristique est très respectée en ce qui concerne les light novels. Ça, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Et on a également une bonne homogénéité, je dirais, entre le développement des différents personnages, en l'occurrence Kirito, Asuna, Mizumi, Argo, parce que Argo est quand même un personnage principal de l'histoire, faut pas le dire. Après, c'est un excellent film, mais est-ce que, de mon point de vue, ça nécessite le fait d'aller le voir, revoir et re-revoir, comme j'ai pu le faire avec One Piece Red, que j'ai vu à hauteur de 4 fois. Oui, je sais, je suis complètement fou. Et bah, moi, je l'ai vu une fois, j'ai compris l'histoire. Maintenant, j'attends la version VF, je serais tenté de vous dire, parce que je suis aussi bien Team VO que Team VF pour ce qui est des Sword Art Online. Et moi, je l'ai vu une fois, ça m'a suffi. Voilà. Autre point positif me concernant, c'est surtout la présence de la Lofin Coffin. J'avais beaucoup d'interrogations, il faut pas se le cacher, j'avais beaucoup d'interrogations par rapport à la Lofin Coffin, au point où j'imaginais, à la base, que Mizumi, était une des membres fondatrices de la Lofin Coffin. Oui, je sais, il faut que j'arrête de fumer la moquette. Mais, initialement, c'est ce que m'inspirait le combat de Asuna et Mizumi dans le film. Je me suis dit, bon, elle a un peu la dégaine des panchos noirs de la Lofin Coffin. Je me suis dit, ça y est, c'est une des membres fondatrices. Ironie du sort, ce n'est pas du tout ça. C'était surtout un passage qui relevait d'une problématique très intéressante qui visait à se faire pardonner de par son ami et se faire pardonner par elle-même de ce qu'elle a fait dans le film 1 de Sword Art Online Progressive. Donc c'est quelque chose c'est un point sur lequel je m'étais trompé lourdement, mais où également j'ai vraiment apprécié la symbolique que dégageait le film de Scherzo of Death Knight. Autre point positif qui va sembler un peu bateau, mais c'est le relationnel entre Asuna et Mizumi. Alors, je vais pas faire les mauvaises langues. Moi, avant l'arrivée de Sword Art Online progressif, j'étais souvent axé team Asuna Yuki Kono. Et depuis l'arrivée de Mizumi, Mito, eh ben, je serais tenté de vous dire que Mizumi a plus ou moins gommé la hype que j'avais autour de ce duo-là, et je serais tenté de vous dire que la relation, le relationnel entre ces deux personnages me hype
a un point vraiment inégalé par rapport à des duos qu'on a dans les différents mangas et animés. Maintenant que j'ai parlé des points positifs, on va maintenant aborder les aspects négatifs que j'ai à redire par rapport au film Scherzo of Death Knight. Et il y en a quelques-uns qui méritent quand même d'être surélevés. Le point négatif, c'est surtout la présence assez restreinte du personnage de Mizumi. Moi, je vais pas le cacher, je suis allé voir le film pour avoir des informations complémentaires par rapport à Mizumi. Et déjà, Mizumi arrive pratiquement à la moitié, si ce n'est au dernier quart du film. Alors, moi, ça me hype pas trop ce passage-là parce que j'aurais préféré avoir une Mizumi qui soit omniprésente dans le film du début à la fin, comme cela avait déjà été le cas dans le premier film. Après, vous me direz, il fallait développer l'autre phase du film qui s'axait autour de la quête visant à contrarier les plans de la Lofin Coffin, je l'accorde. Autre point négatif et qui faisait directement écho par rapport à ce que j'ai pu voir ou entrevoir par rapport au light novel, c'est la relation, le relationnel entre Kirito et Asuna. Remettons les choses en place si vous le voulez bien. Le relationnel de Kirito et Asuna dans l'anime a débuté au-delà du palier 56 et surtout en l'an 2024. Là, ce qui me pose problème et ce qui n'est pas forcément une erreur parce que c'est bien retranscrit dans le light novel, c'est que la relation entre Kirito et Asuna est vraiment très bien évoluée au niveau du 5e palier. Et là, ça crée plus ou moins un faux raccord entre le Sword Art Online progressif et du coup l'œuvre originale qui est axé sur l'anime. Et ça, je trouve ça dommage et presque même frustrant parce que c'est trop rapide. C'est trop rapide. À la fin du film, on a limite l'impression que Kirito et Asuna vont s'embrasser. Alors après, ça dépend des goûts et des couleurs de chacun. Je serais tenté de dire, moi, je le vois comme ça et je le ressens comme ça. Après, c'est vrai que ça accélère la relation entre les deux protagonistes de l'histoire. Je suis d'accord. Toujours utile que moi, je trouve ça trop rapide. Moi, c'est trop rapide. Je suis désolé. Moi, j'aime bien établir une relation, faire du point A au point C et après au point D et après au point Z, etc. jusqu'à ce qu'il y ait une véritable relation de couple. Là, c'est trop rapide. C'est trop rapide. Alors après, il y a des choses qui se sont passées probablement entre le premier palier dans l'histoire et le 5e palier. Parce qu'on arrive concrètement au début du film au 4e palier, au boss du 4e palier. Donc, il y a des choses qui se sont passées en 2 mois même. Parce que concrètement, le film de Scherzo of Death Knight se déroule sur 2 mois. Faut quand même le dire. Voilà ce que j'ai à dire par rapport aux points positifs et aux points négatifs. Vous avez pu le remarquer, 3 points positifs, 3 points négatifs. Comme ça, c'est équilibré. Nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour la notation du film Sword Art Online Progressive Scherzo of Death Knight et le comparer par Aria of Starless Night qui était le premier film. À tout de suite. Bien, maintenant que nous avons parlé de l'histoire dans sa globalité, que j'ai abordé les points positifs, les points négatifs que j'ai à redire par rapport à ce deuxième film de Sword Art Online progressif, quelle est la note que j'attribue à ce deuxième film? Il faut savoir au préalable que si je devais mettre une notation par rapport au premier film de Sword Art Online progressif, il s'avère que ça serait entre 8 et 9 sur 10 parce que concrètement, j'ai adoré le premier film de SAO progressif. J'ai adoré le développement, j'ai adoré le nouveau personnage de Mizumi, Mito, etc., etc. Mais qu'en est-il du deuxième film? Eh ben, je serais tenté de dire que si je devais mettre une notation, ça serait entre 7 et 8. Pourquoi 7 et 8? Simplement parce que quand je vous parlais du coup que ça avance pas assez rapidement à mon sens, et ben c'est surtout ce point négatif qui fait baisser la notation et surtout le fait que par moment, dans le film, je vous cache pas que j'avais envie que ça avance. J'avais envie que ça avance. J'étais pas au stade de l'ennui, mais après, j'avais envie que ça avance. Voilà. Donc, c'est un point négatif qui a apporté défaut par rapport à la notation que je vais mettre par rapport à SAO progressif Scherzo of Death Knight. Et je serais tenté de dire que c'est un peu irrévocable.
Après, je serais tenté de dire qu'au moment où je vous parle à travers la caméra, j'ai regardé la notation du film par rapport à Allociné. Et il s'avère que le film a récolté quand même 3,6 sur 5 étoiles. Donc, c'est plutôt correct. Après, si on fait la comparaison par rapport à Aria of Starless Night, il s'avère que le film a récolté la note de 3,5 sur 5. Donc, c'est plutôt équilibré. C'est à peu près en raccord avec mon avis, c'est plus un peu plus ou un peu moins, mais après c'est vrai que chacun a son propre. Eh bien, on apprend que le film a reçu la notation de 3,5 étoiles sur 5. Donc c'est un peu un résultat assez équilibré entre les deux films. Un peu plus ou un peu moins, on n'est pas à s'apprêcher dans des dires. Après, les goûts et les couleurs, ça ne se juge pas. Donc moi j'ai mon avis, vous avez probablement le vôtre derrière votre écran. Après, je serais tenté de dire que moi, je le vois comme ça. Maintenant, je vous cache pas que pour le prochain film de Sword Art Online progressif, parce que je pense qu'il y aura un troisième film pour justement conclure la trilogie, une éventuelle trilogie, et bah j'espère qu'on aura Mizumi qui sera un peu plus mis en avant. Néanmoins, je sais d'en dire que je vais me faire légèrement spoil avant la sortie du film, je le sens parce que je prévois de m'acheter les light novels, les 4 light novels qui sont disponibles déjà en librairie. La suite, parlons-en justement de la suite. Alors, sur quoi elle va s'axer la suite? Alors, je serais tenté de vous dire que je vais être tout à fait franc avec vous. J'ai l'écran qui est sur Wikia de Sword Art Online et je sais du coup à peu près sur quoi va s'axer l'éventuel troisième film qui va succéder à Shadows of Death Knight. Et c'est ainsi que va débuter notre quatrième et dernière partie qui va s'axer sur des éventuelles spéculations par rapport au troisième film de SAO Progressive. Alors déjà, comment s'intitulera le prochain film probablement de SAO Progressive? Eh ben, il s'intitulerait Sword Art Online Progressive Rhapsody of Crimson Heard. Voilà. Vous excuserez mon anglais complètement déstructuré et faux à votre égard, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Si on suit cette théorie, le troisième film axera et couvrira les volumes 7 et 8 de Sword Art Online Progressive. Aucune info à communiquer par rapport à cette période-là, en ce qui concerne le light novel, parce que je n'ai pas les livres et de toute façon ils ne sont pas sortis, on en est encore qu'au volume 4. Toujours est-il que quand on regarde l'image, plus ou moins la couverture du volume 8, on apprend l'existence d'un monstre. Alors, un monstre qui me fait relativement penser à certains monstres qu'on aurait pu voir dans les jeux Sword Art Online, en l'occurrence le Sword Art Online Fatal Bullet, où on avait un monstre qui pourrait vraisemblablement s'y rapporter, et du coup qui annonce quand même du lourd en ce qui concerne un boss de fin de palier. Quel palier s'agirait-il? Ça, on n'en sait pas. Peut-être le palier 10, peut-être le palier 15. Ça, on le saura en temps voulu. Je serai tenté de vous le dire. Même topo pour Mizumi. Elle n'est ni présente sur la jaquette du volume 7 et la jaquette du volume 8. On a juste l'existence de deux nouveaux personnages qui sont en arrière-plan. Après, à quoi s'apparente-t-il? Ça, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on sera ici pour débattre lorsqu'on aura plus d'informations sur l'existence d'un éventuel troisième film de Sword Art Online Progressive. Il y a déjà eu une annonce faite de la part du staff en liaison avec le 10e anniversaire de Sword Art Online, comme quoi il y aurait un film qui serait déjà en cours de production. Moi, je pense que ça sera la partie 3 de Sword Art Online Progressive. Après, ce ne sont que des spéculations, ça peut aussi bien s'axer sur un autre univers, peut-être même une nouvelle série, une nouvelle saison, Sword Art Online. On en saura plus dans les mois à venir. Bien, et ben voilà, cette vidéo arrive maintenant à sa fin et touche à son terme. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amené à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas l'essentiel, Jané.